Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube, c'est Stéphane Pallez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, PDG de FDJ United, spécialiste des jeux d'argent, des jeux de hasard. Et vous avez publié vos résultats la semaine dernière, fin de semaine dernière. Beaucoup de choses à dire. Juste 2-3 chiffres. Baisse de vos revenus de 2,9% à 3,7 milliards d'euros. À périmètre comparable, parce que si on rajoute évidemment votre acquisition, on est à plus 20, c'est ça. EBITDA, en français, résultat brut d'exploitation, en recul là aussi, 6,5%, 902 millions d'euros. Résultat net divisé par plus de 2 à 176 millions d'euros. Comment vous qualifiez, s'il fallait qualifier en un mot, un épithète, un adjectif, ces résultats 2025 ? Parce que c'est vrai qu'on se voit depuis longtemps et c'est vrai qu'il y a toujours eu de l'ascension, de la croissance. Pour beaucoup d'experts, ces publications ont été jugées décevantes. Alors, elles ont été peut-être jugées décevantes, mais le cours de bourse a augmenté. Oui, on va en parler. Et je pense que c'est parce qu'il y a quelques chiffres qui manquent dans votre présentation, qui par ailleurs est évidemment tout à fait juste, qui est que c'est une année aussi où on a donc généré notre cash flow record. Free cash flow. Vous savez, c'est important. 900 millions, 800, j'ai plus ça en tête. Presque 800 millions donc de free cash flow. 87% de notre EBITDA transformé en cash flow, ce qui évidemment est fondamental pour une entreprise, surtout une entreprise qui a l'habitude de distribuer donc un dividende en permanence en augmentation à ses actionnaires. Et d'ailleurs, si je le prends entre donc 2019 et 2025, donc on a augmenté nos revenus de presque 2, on a augmenté notre EBITDA au-delà de 2, on a augmenté notre cash flow de 2,6 et on a augmenté nos dividendes de 4,6 fois. Donc voilà, donc on est en réalité, et je vais expliquer après pourquoi est-ce que cette année 2025. Elle a été difficile, parce qu'on est une entreprise qui est une entreprise de croissance fondamentalement. Comment vous qualifiez alors cette année 2025 ? C'est pas eu ma réponse. Alors c'est une année de transformation, parce qu'en fait derrière ces résultats, il s'est passé énormément de choses, qui est la création de ce grand groupe international européen qui est FDJ United, et dans lequel on a posé des choses extraordinairement importantes pour l'avenir du groupe et pour nos résultats futurs, pour le retour à la croissance. Alors pourquoi on n'a pas eu de croissance cette année du chiffre d'affaires ? C'est pour une raison principale assez simple, qui est que une grande partie de ce qui aurait été la croissance du chiffre d'affaires est allée en revenus pour les États, et notamment l'État français. Voilà, donc c'est factuel, c'est chiffré, et c'est la loi de finances 2025. La loi de finances 2025. Qui a alourdi les prélèvements sociaux sur les jeux d'argent. Ça vous coûte combien ? J'ai un peu fouiné, enfin regardé. C'est sur taxe d'impôt sur les sociétés. 50 millions d'euros en 2025. Exactement. Et en fait, comme alors il y a la partie française, et il y a eu aussi des hausses d'impôts sur d'autres marchés sur lesquels nous sommes. Donc la loi de finances, déjà, ça vous coûte 50 millions d'euros. Sur taxe d'impôt sur les sociétés. Non, c'est pas les sociétés, non, c'est l'impact. La taxe de 15%. C'est l'impact de l'augmentation des prélèvements sur les jeux d'argent. Donc moi, là-dedans, je ne compte pas, si je puis dire, ce qui fait partie des augmentations générales d'impôts sur les sociétés que je paye par ailleurs. Donc là, je parle bien de l'augmentation des prélèvements spécifiques aux jeux d'argent, y compris effectivement la taxe sur la publicité. Mais le principal, c'est qu'on a eu une augmentation du prélèvement spécifique de l'État sur les jeux d'argent en France et aussi dans d'autres pays, donc 50 millions en 2025, et comme une partie va s'appliquer sur l'année 2026, ça nous fera au total 140 millions qu'on va absorber en 2026. Voilà, et ça, 140 millions, c'est France plus étranger ou juste tout compris. France ? Tout compris. Ouais. Moi, je suis un groupe international, donc je parle tout compris. Donc 140 millions. Donc ça, c'est quand même assez fondamental, puisqu'en fait, c'est sans précédent dans les années récentes, notamment depuis qu'FDJ est une entreprise cotée, où le cadre fiscal était resté stable. Et d'ailleurs, pour le plus grand bien de l'État, puisque en fait, l'État a énormément bénéficié de la croissance de FDJ. Et le meilleur modèle pour l'État, c'est effectivement le prélèvement qu'il a sur une base stable par rapport à la croissance, puisque entre notre IPO, entre notre cotation en bourse et aujourd'hui, l'État a perçu plus de 1,5 milliard de plus que ce qu'il percevait en prélèvement. Chaque année. Combien l'État français d'ailleurs perçoit Alors l'État français, il percevait de l'ordre de 3,5 au moment de l'IPO, et cette année, 3 milliards. Voilà, non, mais c'est important. Oui, pardon. On parle de milliards. Je suis fatiguée. Mais 3,5 milliards, oui, on en milliards. Donc 3,5 milliards
par an. Ouais. Absolument. Donc là, ce n'est pas les dividendes, c'est les prélèvements sur les jeux de l'État français. Et cette année, nous avons, si je puis dire, la satisfaction, au moins une satisfaction, qui est de verser plus de 5 milliards à l'État français en prélèvement. Voilà. Donc le principal bénéficiaire de la croissance de FDJ depuis l'IPO, ça a été l'État français. Il se trouve que l'État français, en 2025, a décidé d'augmenter le taux de la CSG sur les jeux d'argent. Au total, ça n'a pas été une très bonne affaire pour lui, puisque par ailleurs, évidemment, ça a eu des répercussions sur notre valeur, comme nos actionnaires l'ont vu. On gagne d'un côté, on repère de l'autre. Voilà, l'action qui a perdu 35%. Donc, ce qui est le meilleur modèle pour les actionnaires et pour l'État français, c'est la stabilité et la croissance de l'entreprise, et c'est ce que nous aspirons à continuer dans le futur. Juste sur ce qu'on comprend de ce qui s'est passé aussi au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, pénalisé aussi par des changements de régulation, des hausses de fiscalité au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. 50 millions en 2025, 90 millions en 2026, c'est ça les chiffres aussi? Moi, je vous ai cité les chiffres globaux du groupe, on ne va pas le faire marché par marché, parce que sinon, il va nous falloir longtemps. Mais comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ces changements de régulation? Alors, ça pose des questions aussi. Premièrement, donc la fiscalité, on en a parlé, donc les 50 millions en 2025, 140 millions en année pleine au global. Et il y aura encore un petit bout qui vient des annonces au Royaume-Uni qui sera en 2027. Donc ça c'est ce qu'ont fait les États qui cherchent tous à augmenter leurs revenus et qui, dans leurs arbitrages, ont eu tendance aussi, effectivement, à appliquer ces augmentations d'impôts. Hausse de la taxe sur les jeux de casino en ligne de 21 à 40% au Royaume-Uni, c'est ce que j'ai vu. Oui, ça c'est... Oui, ça, qu'on comprenne à quoi ça correspond. Tout ça, c'est... Voilà, donc c'est des hausses de prélèvements. Limitation des mises maximum pour les machines à sous. Non. Ça, c'est encore autre chose. Donc, je parle de la fiscalité. Okay. Donc, la fiscalité, ça consiste effectivement à augmenter le niveau des prélèvements dans un certain nombre de pays, et notamment donc, aux Pays-Bas. Donc, aux Pays-Bas, ça a été annoncé dès la fin 2024, donc on le connaît depuis longtemps. Au Royaume-Uni, ça a été annoncé fin 2025. Si je puis dire, c'est la dernière annonce significative sur un marché important. Donc ça, c'est la fiscalité, et tous ces chiffres sont totalement intégrés dans nos résultats 2025 pour ceux qu'on connaissait, et dans nos perspectives 2026 qu'on a également annoncées. Donc ça, c'est la fiscalité. Alors, il s'est rajouté quelque chose qui est effectivement important dans notre secteur, puisqu'on a un secteur régulé, dans lequel on a des régulateurs pays par pays qui déterminent les conditions dans lesquelles nous vendons une activité qui est une activité à risque, donc ça fait partie de notre métier, et qui, notamment aux Pays-Bas, ont décidé de limiter d'une manière absolument drastique le montant que chaque joueur peut jouer, sauf s'il démontre qu'il a une capacité financière qui permet de jouer plus. Donc, sur le principe, pourquoi pas, j'allais dire sur le principe qui est que nous devons limiter les risques. Sur la manière dont ça a été fait, ça a été de l'aveu même des autorités des Pays-Bas, pas très bien fait, puisque ça a été fait d'une manière tellement impossible à appliquer par les opérateurs que la principale conséquence, c'est que le marché légal a diminué de 25% et le marché illégal a augmenté. Et donc, à la fin, l'État néerlandais... il a moins de revenus fiscaux sur les jeux d'argent qu'avant de faire ça. Voilà. Donc, chercher l'erreur. Et ça pèse combien au Royaume-Uni et Pays-Bas aujourd'hui? Est-ce qu'on en parle parce qu'aujourd'hui, ça pèse... C'est une partie de notre activité donc de paris en ligne de concurrence qui elle-même représente de l'ordre de 1/4 de l'activité du groupe. Et donc, ça fait partie de notre portefeuille de 10 pays. Donc, en fait, c'est assez petit dans l'ensemble, mais comme c'est une activité sur laquelle on avait plutôt des perspectives de croissance, parce que c'est une activité, l'activité de paris en ligne, qui est une activité qui a une plus forte dynamique que la loterie, qui est plus mature, évidemment, ça a capé nos perspectives. Donc 2025, c'est effectivement la résultante de... en termes de chiffres, ce qu'on a commenté, et le fait qu'on soit une année de décroissance du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas l'habitude de l'entreprise FDJ, ce qui n'est pas mon intention pour les prochaines années. Donc c'est effectivement une année où notre croissance, elle a été absorbée par la fiscalité. 2025 restera exceptionnel. Je l'espère bien. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir
des nouvelles régulations défavorables qui sortent de nulle part. Est-ce que ce n'est pas un nouveau risque qui pèse au-dessus de la moi, je pense que l'avantage, si je puis dire, d'avoir eu en direct, de pouvoir observer en direct l'effet de l'augmentation de la fiscalité et de régulation manifestement qui ne sont pas efficaces puisqu'elles aboutissent finalement à ce que le marché est légal. Ça va calmer un peu les... Ça calme, je pense, assez bien puisqu'on peut voir en vrai comment ça se passe. Voilà. Donc les Pays-Bas, c'est un peu le cas extrême de ce qu'il ne faut pas faire si on veut avoir un marché bien régulé, dans lequel on ait à la fois une bonne base fiscale et dans lequel on contrôle les risques. Parce que tous les joueurs en illégal, évidemment, ils sont également totalement non contrôlés en termes de risque d'addiction, etc. Donc moi, je pense que si on voit les choses positivement, et comme je suis d'un tempérament optimiste, c'est ce que je fais, je me dis que maintenant qu'on a une année 2025 extrêmement chargée en fiscalité, en régulation, avec des effets en réalité assez négatifs pour les États, quand on les regarde globalement, eh bien, on peut se dire qu'il est assez difficile d'imaginer que ça recommence. Ouais. Après, on comprend, en tout cas, on assiste à cette volonté de gouvernement européen d'utiliser les jeux d'argent comme source de revenus supplémentaires pour financer les dépenses publiques. Perdent à la fin. Ouais. Donc c'est potentiellement une nouvelle donne, sauf s'ils se rendent compte qu'au final c'est contre-productif et qu'à la fin il reste moins et que c'est le marché illégal qui se développe. C'est facile de se rendre compte puisqu'effectivement, encore une fois, aux Pays-Bas, avant, après, le gouvernement augmente les taxes et moins de revenus. Donc ça s'appelle une politique relativement inefficace par rapport aux objectifs qu'on poursuit. La marge a tenu bon, 24,5% en 2025. Alors, donc voilà, le deuxième fait important en 2025, c'est que... Le cash flow et la marge. Eh ben oui, il a vu. Merci. Donc c'est qu'effectivement, on est une entreprise qui a l'habitude de travailler sur sa performance. Et donc en 2025, on a continué, on a même accéléré nos efforts en termes de performance. Et je parle bien de performance, c'est pas juste c'est pas un plan d'économie. Même si on a. Je l'ai lu. Non, mais que la performance se traduise par des économies, c'est bien. Mais à la fin, la performance, la question c'est est-ce que on économise sur des choses qui ne sont pas, qui sont des process, qui sont de l'inefficacité de nos process, et est-ce qu'on garde notre capacité d'investir pour la croissance? Et c'est ça que nous avons fait en 2025 et qu'on va continuer à faire, puisque effectivement, en 2025, on a maintenu notre taux de marge à 24,5. Oui. Notre objectif... C'était pas gagné, pardon de le dire. C'était pas gagné dès le départ. Voilà, donc je pense qu'on peut effectivement se féliciter et ça montre la solidité et la réactivité de l'entreprise, y compris dans une conjoncture qui n'était pas forcément celle qu'on aurait aimée pour 2025. Et ça nous donne toute confiance pour faire deux choses très importantes, trois choses importantes en 2026. L'une, c'est poursuivre la transformation du groupe, à la fois sur la loterie et les paris en ligne, ça on pourrait en parler. Deux, pour effectivement continuer à développer nos plans de performance. C'est pour ça qu'on a augmenté notre objectif en matière... 120 millions d'euros d'ici 2028. 150. Ah. Voilà. On rajoute 30 millions. On a rehaussé notre objectif à horizon 2028 parce qu'effectivement, ce qu'on a fait à 2025 nous donne confiance dans notre capacité à générer. Et vous coupez où quand on fait un plan d'économie de 150 millions? C'est pas un plan d'économie, donc c'est un plan de performance. Donc effectivement, on travaille sur nos process commerciaux, notre automatisation du service client, mais chaque fois, c'est pas pour... c'est pas uniquement pour faire des économies, c'est pour pouvoir réinvestir sur la croissance. Parce qu'on est une entreprise dont le modèle économique, et c'est pour ça que cette année, ça a été compliqué et qu'on a beaucoup travaillé pour maintenir nos fondamentaux et notre EBITDA. On est une entreprise qui a un effet de levier opérationnel qui est très important quand on est en croissance, encore plus dans les paris en ligne que dans la loterie. Et donc, on est une entreprise qui, naturellement, génère de l'augmentation de sa marge quand elle est en croissance. Et donc 2026, le but c'est qu'on est sur la base de ce qu'on fait en matière de performance sur un certain nombre de process commerciaux, de process de relations clients, d'automatisation d'un certain nombre de choses qu'on peut automatiser pour, encore une fois, mettre l'argent là où il est le plus utile, qui est l'investissement
commercial, l'investissement dans le marketing, l'investissement dans la croissance future, parce qu'il faut toujours penser à alimenter la croissance future. Et c'est ça qu'on va faire en 2026. La part entre la loterie et les paris en ligne, aujourd'hui, la répartition, alors aujourd'hui, elle est où en termes c'est donc les paris en ligne représentent entre 25 et 30% de notre activité aujourd'hui, donc sur l'ensemble de notre périmètre. Voilà, donc on est un groupe qui est majoritairement français, donc plus de 60% en France, et majoritairement loterie. Ouais. Et dans 5 ans, ces mêmes chiffres, ils sont où? Alors, dans 5 ans, j'allais dire, à périmètre constant, il y a une déformation assez naturelle, assez mécanique en termes de chiffre d'affaires, dans la mesure où on a une loterie qui est une activité mature, mais qui continue à croître, mais plutôt à croître 2,2% l'an dernier. Oui, alors nous on pense qu'on peut croître en moyenne dans les années futures, on pense qu'on peut être à 3 à 4% de croissance, parce que dans la loterie, on a en fait deux leviers, notamment deux leviers de croissance importants. L'un, c'est qu'on continue à aller ouvrir de nouveaux points de vente, et cette année, on a ouvert 500 nouveaux points de vente, notamment dans des grandes surfaces. Donc en fait, on va chercher de nouveaux clients dans le retail. Ça, c'est pour nous, c'est dans la loterie, on met jeu de grattage, on met tout. Quand vous dites loterie, c'est... Tout. Ouais. Tout. Et par ailleurs, on continue à avoir un canal en ligne qui aujourd'hui n'est que de 15% de notre chiffre d'affaires dans la loterie et qui est en croissance cette année de plus de 8%. Donc on a une dynamique qui est alimentée par ces deux leviers et qui au total fait 3 à 4% par an. De l'autre côté, les paris en ligne, on est quand même sur une activité qui, au total, quand on la regarde au niveau des marchés européens, avec des marchés qui sont plus ou moins matures, qui peut avoir, elle, des taux de croissance qui sont supérieurs à 5%. Et donc, c'est pour ça qu'au total, on promet, comme vous l'avez sans doute vu en 2028, de revenir à ce qui est un peu notre taux de croissance naturel historique, mais à travers un mix dans lequel il y a plus de paris en ligne et peut-être un peu moins de loterie, qui est de l'ordre de 5% par an, qui est un peu notre rythme de croisière. Sur 2026, le retour de la croissance de vos revenus, donc le retour de la croissance des revenus, c'est pour 2026. Alors sur 2026, mais par contre, vous avez une grande partie de notre croissance des revenus, oui, parce qu'en fait, il y a de la fiscalité, comme on l'a dit au début, qui a été déjà décidée, mais qui s'applique en année pleine en 2026, notamment donc une partie de la France, puisque la France, la fiscalité, la hausse de fiscalité s'est appliquée à partir du 1er juillet 2025. Donc on a, si je puis dire, une deuxième tranche qui arrive pour le premier semestre 2026 et qui fait partie des raisons pour lesquelles notre croissance va être de chiffre d'affaires, encore une fois, alors que la croissance de notre activité, elle existe, mais elle n'apparaît pas au niveau du chiffre d'affaires puisqu'elle est captée par l'augmentation de la fiscalité. Donc on va avoir, du fait de ces impacts différés de la fiscalité, une légère croissance des revenus. Légère croissance, c'est 1, c'est 3, c'est 4 On ne l'a pas dit. Je sais bien, mais je sais bien. Voilà, légère croissance. Légère croissance. Parce que vous ne savez pas encore, c'est ça le truc. Une petite idée. Et plutôt 1 ou plutôt 4 Légère croissance. Plus proche de 1 que de 4. Ok, ça me va. Voilà. Juste un mot, avant qu'on parle juste du cours de bourse, du rendement, parce que maintenant le rendement sur l'action est jusqu'à 8,5%. J'ai lu résultat net affecté par des dépréciations d'actifs. Je n'ai pas vu le chiffre, je veux savoir ça correspond à quoi et c'est combien? Alors ça correspond au fait que sur les deux marchés en particulier dont on a parlé, c'est-à-dire les Pays-Bas et le Royaume-Uni, mais surtout les Pays-Bas qui a été un marché extrêmement perturbé, comme on l'a vu, qui a été en attrition, on a déprécié nos bases clients parce qu'elles sont moins importantes, elles valent moins cher. Bon. Voilà. Donc ça, j'allais dire, c'est une dépréciation qui est assez mécanique. Qui est comptable. Voilà. Donc on la prend dans le résultat. Qui peut changer aussi dans un an. Qui peut changer. Et qui, par ailleurs, évidemment, que nous ne faisons pas payer à nos actionnaires, puisqu'en fait, notre promesse d'augmentation du dividende, il est sur le résultat net ajusté, dans lequel nous ne mettons pas ces dépréciations. Donc, notre promesse de dividende, elle est sur un résultat net qui n'en tient pas compte. Voilà. Donc, nous sommes
très solide sur notre promesse de dividendes aux actionnaires parce qu'on pense que c'est fondamental dans le modèle économique de l'entreprise. Stéphane Pallez, cette action FDJ United, elle a apprécié des petits porteurs. Ça a toujours été une belle histoire depuis le début. Après, il y a 2025, 35% de baisse du cours pour une valeur qui a été perçue à juste titre par les actionnaires, petits porteurs, comme une valeur défensive. Vous comprenez que ce soit un choc pour les petits porteurs de se dire « Ah, cette valeur-là qui verse du rendement depuis toujours, qui a toujours été en croissance, moins 35 sur 2025 ». Alors, que ce soit un choc. Moi, je vais dire, je suis actionnaire aussi de FDJ, Oui. et c'est sûr que, voilà, après, comme on dit, pas vendu, pas perdu. On est une actionnaire dont on est une valeur dont la promesse fondamentale était l'augmentation du dividende, et j'ai rappelé comment ce dividende a augmenté depuis l'IPO. Promesse tenue. Promesse tenue, promesse qu'on va continuer à tenir. Alors après, c'est pas une excuse, mais quand on regarde l'ensemble du secteur des jeux d'argent, Ouais. moins 40%. Donc en fait, on a été comme le secteur. Donc, et et je pense en termes de dividendes, on est meilleur que le secteur. Ouais. Donc en réalité, on est plutôt une valeur défensive au sein de ce secteur qui a été affectée à la fois par la fiscalité, la régulation, etc., plus par un certain nombre de perturbations sur le marché américain. Donc en fait, je pense sur le marché américain, c'est-à-dire alors, le fait que vous avez entendu parler des marchés, des predictive markets, des marchés de prédiction. Ouais. Donc, sur les États-Unis, on a une situation assez étrange, dont je ne suis pas victime, puisque nous ne sommes pas sur ce marché, qui est que, oui, mais on regarde ce qui s'y passe, évidemment, avec intérêt, qui est qu'aux États-Unis, on a le même sous-jacent, c'est-à-dire les paris sportifs, où on peut parier soit dans une activité régulée comme les jeux d'argent, c'est-à-dire fiscalisée et régulée, soit sur les marchés financiers régulés par la CFTC au niveau fédéral. Alors ça, c'est la beauté des États-Unis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, y a la même activité, on peut la faire non fiscalisée, non régulée, ou fiscalisée, régulée. Donc je ne vous dis pas... Ce sont les États-Unis, c'est pas nous. Voilà, et c'est pas nous. Et donc nous, on n'est pas aux États-Unis, donc un point positif pour FDJ. Bon. Avec cette baisse de cours, ça nous fait un rendement de 8,5%. C'est digne d'une foncière cotée. C'est vrai, c'est très élevé, mais bon, c'est mécaniquement dû à la baisse du cours. Moi, dans mes objectifs, comme ceux des autres actionnaires de FDJ, il y a le fait de retrouver une valeur qui me paraisse plus conforme à nos fondamentaux quand on regarde notre niveau de marge, la croissance de notre EBITDA, la croissance de notre cash flow et la croissance de notre dividende d'année en année. Il est clair que le 8,5, il reflète le fait que la valeur de l'action, et d'ailleurs je constate qu'elle a effectivement augmenté depuis nos résultats. Et 2% encore aujourd'hui. Voilà, donc la valeur de l'action, je pense qu'aujourd'hui, elle reflète une forme de prime de risque qui évidemment s'est particulièrement manifestée en 2025 compte tenu de l'environnement fiscal et de régulation qu'on a connu. Et évidemment, mon objectif... Que vous n'avez pas vu venir d'ailleurs, personne ne l'avait vu venir. Personne ne l'avait vu venir dans le secteur. Ou alors... Non, mais voilà, c'est ça qui est compliqué. Non. Il était absolument impossible de prévoir ce qui s'est passé à ce niveau-là, et encore une fois, avec cette inefficacité au total pour les États qui l'ont décidé. Donc, comme on est des êtres rationnels, on ne pense pas que des choses irrationnelles peuvent arriver. Ouais. On finit là-dessus. Qu'est-ce que vous dites, Stéphane Pallez, à celles et ceux qui ont déjà des actions FDJ United en portefeuille ou qui n'en ont pas encore? Vous leur dites quoi? Alors, moi, je leur dis que ceux qui en ont, je les remercie pour leur fidélité et je pense qu'ils ont bien raison d'être fidèles et de continuer à être fidèles à nos côtés parce que nous leur offrons des perspectives de rendement, en tout cas de dividendes en croissance et donc de rendement qui sont très bonnes et j'espère également d'accroissement de la valeur. Et à ceux qui ne le sont pas encore, eh bien, je pense que c'est un bon point d'entrée aujourd'hui pour rentrer sur FDJ. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup. Entretien donc avec Stéphane Pallez, la PDG de FDJ United, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous, à bientôt. Merci.